Les États sont souverains. Et je crois fondamentalement à la souveraineté des États en matière fiscale. Le consentement à l'impôt, c'est le cœur de la démocratie, c'est le cœur de la souveraineté. Alors, au cours des 30 dernières années, on a constaté une baisse des taux nominaux d'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'on a une économie globalisée et on a des pays qui sont restés souverains, mais d'un point de vue local, national. Et en fait, ces souverainetés nationales, elles sont elles-mêmes nominales et elles ne sont pas réelles, parce que la globalisation a fait qu'il y a eu une pression à la baisse sur les taux d'imposition de ce qui est mobile, le capital est mobile. Et donc, on a vu que les taux d'impôt sur les sociétés qui dépassaient 50% il y a plus de 30 ans, aujourd'hui, ont convergé vers les 25%. La moyenne OCDE, c'est 25%, mais on voit que les petits pays sont en réalité entre 10 et 20%, et les plus grands pays entre 20 et 30%. Mais si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, on a une belle illustration. Ils étaient à 35%, ils sont passés à 21%. Donc on voit qu'on a cette course au moins 10 ans, race to the bottom comme on dirait en anglais, qui intervient depuis une trentaine d'années. Ce qui se passe, c'est que les grands pays ont besoin de financer des infrastructures. Alors que les petits pays, ils n'ont pas ce problème d'infrastructure. Et puis, s'ils veulent avoir des recettes fiscales et s'ils veulent attirer de l'activité économique, il faut qu'ils soient très attractifs. Et donc, comme ils n'ont pas des besoins budgétaires si élevés, ils ont pu se permettre de réduire très fortement leur offre fiscale, en tout cas de proposer des taux d'impôt sur les sociétés très bas, mais aussi, il ne faut jamais oublier, un impôt c'est le produit d'un taux et d'une base. Et donc souvent, au-delà du taux, il y a eu des cadeaux très importants sur les bases fiscales, via les rulings. Le Luxembourg était connu pour ça, c'est fini maintenant, mais on avait ce phénomène-là en Irlande, à Singapour, à Hong Kong, dans des petits territoires qui ont été très attractifs. Ce qui fait qu'en jouant à la fois sur les taux qui ont été réduits, mais aussi sur les bases, en offrant des régimes plus ou moins opaques, on a eu cette compétition fiscale extrêmement agressive qui a conduit les plus grands États à s'aligner vers le bas, mais à ne jamais pouvoir compenser les offres des petits États, d'où les tensions qu'on a pu voir dans le système international au cours des dernières années. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les plus grands acteurs, ils ont pu en fait bénéficier d'un système où vous avez ces souverainetés fiscales qui s'articulent mal et l'absence de régulation fiscale de la mondialisation. Ce qui fait que ce sont les acteurs locaux, les personnes physiques, les petites et moyennes entreprises qui ont récupéré une partie de la charge fiscale dont s'est échappé ou dont se sont échappés les plus grands groupes. Et donc ça crée un sentiment d'inéquité fiscale et donc un sentiment de rejet de la mondialisation. Et c'est pour ça que l'OCDE a essayé de s'attaquer à ce sujet pour faire en sorte que tous les acteurs puissent payer équitablement ce que chacun devrait finalement acquitter. Alors il y a eu un réveil, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a 10 ans précisément, 12 ans en réalité, avec la crise financière, le G20 s'est saisi de ces sujets. Pourquoi? Parce que les peuples ont dit ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir des situations où les grands contribuables, les multinationales, les personnes riches, échappent à l'impôt en utilisant le secret bancaire ou en utilisant les paradis fiscaux. Et nous, on doit payer la TVA, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, avec un déséquilibre dans les contributions publiques. Et donc il y a eu une réaction politique très forte qui s'est traduite par la fin du secret bancaire dans le monde, c'est l'établissement du Forum mondial. Il y a juste 10 ans, on a célébré le 10e anniversaire du Forum mondial, mais c'est aussi le projet BEPS pour l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices qui a introduit de la régulation, qui a dit on met fin aux loopholes, aux niches fiscales les plus évidentes et les plus agressives. Et maintenant, on est en train de s'attaquer au dernier volet qui est la numérisation de l'économie. Comment est-ce qu'on taxe dans un monde numérisé et aussi la mise en place d'un impôt minimum. Donc les choses se sont faites, on ne peut pas dire que rien ne s'est fait, mais c'est vrai qu'il a fallu la crise financière mondiale de 2008 pour qu'il y ait une réaction politique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une compétition fiscale sur les entreprises, mais elle existe aussi sur les personnes physiques. Ce qui existait le plus sur les personnes physiques, c'était l'offre de secret bancaire.
plein de pays offraient du secret bancaire. Vous pouviez cacher votre fortune, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards dans des pays qui offraient un secret très strict. Ça, c'est fini. Grâce au G20, grâce à l'OCDE, les travaux qu'on a faits, on a aujourd'hui plus de 100 pays et tous les paradis fiscaux, tous les pays qui avaient du secret bancaire échangent automatiquement des renseignements. 102 milliards d'euros d'impôts collectés, 5 000 milliards d'actifs qui sont maintenant dévoilés au pays de résidence de ces contribuables. Il y a eu 50 millions de comptes bancaires qui ont fait l'objet d'un échange de renseignements. Ça, c'est fait. En revanche, ce qui reste, c'est la possibilité pour des États de vendre leurs passeports, de vendre des certificats de résidence. On voit ça dans les Caraïbes, on voit ça aussi dans le sud de l'Europe, Malte ou Chypre par exemple, et on est en train de s'y attaquer en se disant est-ce que c'est vraiment bien de vendre son passeport pour en fait permettre à des gens de se localiser dans des paradis fiscaux ou dans des États qui ne vont pas taxer. La réponse est non, c'est pas bien et il faut y mettre fin. Enfin, les pays ont toujours essayé d'attirer des contribuables riches, non pas pour les taxer, mais au contraire pour leur offrir des sortes de havres et de paradis fiscaux. Et ce volet-là n'a pas encore été traité par l'OCDE, il n'est pas sur la table et peut-être qu'il faudrait que les pays y réfléchissent pour éviter qu'on ait des distorsions. Il ne s'agit pas de taxer davantage tout le monde, mais faire en sorte qu'on n'ait pas des distorsions qui viennent d'offres qui sont ciblées, par exemple le forfait en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que même en Suisse, les peuples s'en émeut et il y a eu plusieurs référendums. Certains ont mis fin à des systèmes forfaitaires qui permettent de taxer les riches en fait sur une base extrêmement faible. Ce qui est très intéressant, c'est que les États se sont piégés eux-mêmes avec le concept de souveraineté. Quand ils ont essayé de faire un peu de régulation avec l'établissement de l'OMC, ils ont dit on ne met pas la fiscalité, c'est notre souveraineté. Et en réalité, dans une économie mondialisée, si chaque État décide de sa souveraineté tout seul, alors que les contribuables, les acteurs, eh bien, ils peuvent arbitrer les États contre les autres, vous perdez la souveraineté. Elle est nominale, elle n'est pas réelle. Et ce qu'il a fallu, c'est la crise financière de 2008 pour que les États réalisent que pour protéger leur souveraineté, pour taxer les entreprises ou leurs personnes physiques comme ils le souhaitaient, il fallait qu'ils coopèrent, il fallait qu'il y ait une forme de régulation fiscale de la mondialisation. Et c'est ça le paradoxe. Jusqu'en 2008, jusqu'à la crise financière, c'est la souveraineté, ça nous appartient, alors qu'en réalité, ils l'ont perdu de facto. Et en 2008, ils se disent, pour rétablir notre souveraineté, il faut faire de la coopération fiscale internationale, il faut qu'on travaille ensemble au niveau mondial à la fiscalité. Alors, je ne dirais pas que c'était une erreur de ne pas avoir intégré la fiscalité dans les négociations, parce que si on l'avait intégré plus tôt, il y aurait eu des réactions de rejet. Et donc, si vous essayez de monter une organisation mondiale de la fiscalité, c'est un échec, parce que chaque État va se sentir menacé en disant « c'est ma souveraineté », et ils ont raison. Le consentement à l'impôt, c'est au cœur de la démocratie. Il ne faut pas harmoniser la fiscalité au niveau mondial, il faut trouver la bonne coopération qui permet à chaque État d'exercer sa souveraineté sans que cette souveraineté soit minée par celle des autres. Et c'est un équilibre un peu subtil. Et donc on ne peut pas dire « oh, maintenant on va négocier la fiscalité et avoir des règles communes ». C'est beaucoup plus subtil que ça. Aujourd'hui, on a deux défis. Comment on taxe une économie numérisée? C'est-à-dire qu'il faut que les États puissent taxer même lorsqu'il n'y a pas de présence physique d'une entreprise. Et c'est ce qu'on appelle le pilier 1 dans nos travaux. Et il est compliqué parce que c'est une redistribution des droits d'imposer. Et cette redistribution, ça veut dire qu'il y a des gagnants, qu'il y a des perdants, même si en réalité tout le monde va gagner par rapport à la situation alternative où tout le monde perd parce que c'est des mesures unilatérales et c'est une guerre fiscale et une guerre commerciale. Ça, c'est pas souhaitable. Et puis, le deuxième défi, c'est mettre en place un filet de sécurité pour qu'il y ait un minimum d'imposition, qu'on ne puisse pas offrir des régimes à 0% ou en dessous de ce qui est considéré comme acceptable. Alors qu'est-ce qui est en train d'émerger? C'est l'idée d'une fiscalité qui serait minimale aux alentours de 12-13%. On voit que GILTI aux États-Unis, c'est un petit peu plus de 13%. L'Irlande a un taux de 12,5%. Mais ce n'est pas seulement nominal, c'est aussi réel, effectif. Il faut que ce soit un taux
effectif minimum d'imposition, de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir un nominal à 10% et puis en réalité des exemptions qui feraient que le taux effectif soit nul. Voilà le défi auquel on fait face. Soit les États se mettent d'accord et on peut continuer à travailler ensemble et on va garder les bénéfices de la coopération internationale, soit on échoue. Et les pays qui sont frustrés aujourd'hui par la mondialisation parce qu'ils ont vu leur base fiscale s'évaporer, ils vont prendre des mesures unilatérales. Ils vont taxer sur le chiffre d'affaires et ces mesures-là, on peut les comprendre politiquement, mais elles auront un effet économique négatif pour eux-mêmes et surtout, elles vont déclencher une guerre commerciale. Donc on n'a pas vraiment le choix, on doit réussir dans les mois qui viennent à avoir un accord pour faire face à ces deux défis. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à travailler sur les sujets de régulation fiscale de la mondialisation en 2008. Secret bancaire et ensuite entreprise avec BEPS, érosion des bases fiscales, transfert des bénéfices. On met fin aux niches fiscales, on met fin aux paradis fiscaux qui offrent zéro fiscalité sans aucune activité. Mais il fallait aller plus loin. Il faut faire l'étape d'après. Et ce qui est passionnant, c'est que ce sont les États-Unis, y compris les États-Unis d'une majorité républicaine, les États-Unis de Trump, qui ont fait ce pas-là. Ils ont fait ce pas-là parce que leur réforme fiscale baisse le taux de 35% à 21%, mais élargit la base. Ils ont appliqué BEPS en réalité, la fin des produits hybrides, la limitation de la déduction des intérêts, et ils sont allés un cran plus loin que ce qu'on a fait avec un impôt minimum mondial, en tout cas américain. Ça s'appelle GILTI, Global Intangible Low Income Tax, et GILTI, il prévoit un taux minimum d'impôt de 13,125%. Et le reste de la communauté internationale a regardé ça avec envie. On avait essayé dans les années 90. Et ce sont les États-Unis, précisément républicains de Bush, qui avaient dit « vous ne pouvez pas y toucher ». Et voilà que les États-Unis le font. Alors les Français et les Allemands, ils gardent ça avec beaucoup d'envie, comme le nouveau jouet qu'a le petit camarade dans la cour de récréation. Et donc on veut le même. Eh bien c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le pilier 2 des travaux sur la numérisation de l'économie. On va essayer de mettre en place un impôt minimum mondial. Ça ne veut pas dire que tous les États devront s'aligner à ça, mais ça veut dire que chaque souveraineté pourra se protéger en exerçant le droit de taxer jusqu'à ce niveau minimum. Alors, a-t-on besoin de tous les pays du monde pour faire le pilier 2, c'est-à-dire une imposition minimum? La réponse est non. On n'a pas besoin de tous les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'avoir les grands pays, les pays en voie de développement, tous ensemble qui ont envie de taxer pour le faire. Et si des paradis fiscaux disent on ne veut pas jouer, les flux qui iront vers ces territoires ou qui viendront de ces territoires seront taxés à la source, en Afrique ou dans les pays de résidence, en France, aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin que tout le monde dise oui. Mais maintenant, on va essayer de le faire de la façon la plus harmonieuse possible. On voit que les États-Unis ont pu le faire unilatéralement. En réalité, le pilier 2, l'imposition minimum, c'est une série de mesures unilatérales. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est les coordonner pour les rendre plus efficaces. Et c'est ça qu'on va faire. Et c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait pas besoin de tout le monde. Parce que si on a besoin de tout le monde, ça donne les clés de la maison à ceux qui n'en veulent pas. Et donc, ils ne vont jamais ouvrir la maison. Alors que là, c'est ceux qui sont like-minded, qui ont le même état d'esprit, qui vont pouvoir agir ensemble. L'OCDE, c'est 36 pays qui sont globalement les pays riches, même si c'est un peu plus divers que ça ne l'était dans le passé. Mais en matière fiscale, on n'a pas 36 pays membres, on en a 137 pour traiter des questions de la numérisation de l'économie, d'un impôt minimum. On a plus de pays en voie de développement qu'on a de pays développés dans le groupe. Et ils sont tous sur un pied d'égalité. Alors c'est vrai que les pays en voie de développement ont des problèmes de capacité et leur participation est plus compliquée. Mais ils sont là. On avait une réunion à Paris, il y avait 120 pays présents physiquement. Et donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on dise c'est inclusif. Alors la théorie, c'est que si on amène tous les pays dans une organisation mondiale de la fiscalité sur un pied d'égalité, peut-être qu'on pourra dire oui, c'est inclusif, mais rien ne se passera. Il faut qu'il y ait une dynamique. Et aujourd'hui, la dynamique, c'est l'inclusivité du Forum mondial,
et du cadre inclusif, avec plus de 120, 130 pays, 161 pays pour le Forum mondial. Et c'est le G20 qui a un moteur. Alors c'est vrai que le G20, c'est les grands pays, mais si on n'a pas de moteur, on ne peut pas démarrer la voiture, on ne peut pas avancer. Et donc nous, on est vraiment pragmatique, mais inclusif. Et donc la critique, c'est un club de pays riches, c'est ce que je dirais un effet d'hystérésis. C'était vrai il y a 30 ans, c'est plus du tout vrai aujourd'hui, mais il y a des gens qui n'ont pas évolué au rythme où on a évolué. Il y a deux façons d'approcher les questions d'inclusivité et du débat fiscal international. De façon théorique, où sur le papier, il faut une organisation mondiale de la fiscalité à l'ONU. Ah, ça, c'est inclusif, c'est propre. Ça paraît une bonne idée, ça paraît séduisant comme idée. En réalité, c'est un peu comme ce qui se serait passé il y a 25 ans à l'OMC si on avait essayé de mettre la fiscalité. Ça aurait bloqué bien avant. On voit que l'OMC est bloqué aujourd'hui. Et donc, si on essaye de trop intégrer, si on essaye d'harmoniser, on voit ce qui se passe dans l'Union européenne. Très peu de progrès en réalité. Il y a l'unanimité et ça bloque. Et puis, il y a une façon très pragmatique. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'aider à changer les choses. C'est de faire en sorte qu'on prenne les opportunités. Il y a une crise financière, c'est terrible, mais c'est une opportunité et il faut en profiter pour mettre fin au secret bancaire suisse. Alors, s'il faut d'abord construire une organisation parfaite, qui d'ailleurs ne le sera pas, parce que si tous les pays sont sur un pied d'égalité, alors les pays qui ne veulent pas bouger dicteront leurs lois parce qu'ils sont souverains. Il faut respecter la souveraineté des États. Et donc, vous avez la théorie qui ne conduit à rien, et puis le pragmatisme qui est parfois un peu cynique, qui parfois joue sur des dynamiques qui ne sont pas très égalitaires. Le G20 contre les petits pays, c'est vrai, c'est pas très égalitaire. Les Romains disaient l'arvatus prodeo, j'avance masqué. Alors, il ne faut pas faire de surprise, il ne faut pas être dans le domaine complètement caché, mais ne pas trop dire, en fait, on vous oblige à faire de la coopération fiscale pour protéger votre souveraineté. Donc l'idée d'une organisation mondiale de la fiscalité, si on la met sur la table, ça va tout bloquer. Si on la fait sans le dire, ça marche mieux, c'est peut-être un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais je crois que c'est pour la bonne cause. Et donc nous, on est terriblement pragmatique. Et dans le pragmatisme, il y a la nécessité d'être inclusif. On ne peut pas faire des règles pertinentes à 36 aujourd'hui. Il faut qu'il y ait l'ensemble des pays intéressés avec un moteur. Et le moteur, jusqu'à présent, ça a été le G20. Donc voilà, il y a un peu une sorte d'opposition entre la théorie, qui peut faire plein de critiques, et puis la pratique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les changements en pratique. La fin du secret bancaire, le fait qu'on a changé le paradigme en matière d'évasion fiscale des entreprises avec BEPS, et aujourd'hui, le fait qu'on s'approche d'une solution qui est vraiment une réforme fondamentale de la fiscalité internationale, avec une nouvelle distribution des droits d'imposer qui va bénéficier aux pays en voie de développement et avec une imposition minimale mondiale des entreprises. Alors, en 2015, on a élaboré avec le FMI, la Banque mondiale et l'ONU ce qu'on a appelé la plateforme pour la collaboration en matière fiscale. Alors c'est vrai que ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, ça commence à bien fonctionner et on a une bonne entente. Ce qui est très important, c'est que les organisations internationales ne se marchent pas les unes sur les autres et qu'on puisse travailler ensemble. C'est trop important. La mobilisation des ressources domestiques pour le développement, qui est un des objectifs de l'ONU, qui est un objectif fondamental, eh bien cet objectif, il faut qu'on le serve en tant qu'organisation internationale, et c'est par une bonne coopération, par une bonne distribution des rôles, par le fait qu'on ne va pas faire de duplication, qu'on va y arriver. Et donc aujourd'hui, on a une très bonne entente avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec l'ONU pour avancer, pour aider les pays, en particulier en voie de développement, pour qu'ils puissent mobiliser leurs ressources domestiques, ce qui passe par la fiscalité domestique, ce qui passe par les taxes, les administrations fiscales, et ce qui passe par une bonne coopération internationale, c'est-à-dire les standards qu'on essaye de développer à l'OCDE, mais l'OCDE au sens large, avec 137 pays dans le cadre inclusif sur BEPS. Alors on m'a souvent demandé quel est le plan B si vous n'avez pas d'accord. Et ma réponse est on n'a pas de plan B, on a un plan C pour chaos. Parce qu'en réalité, les pays vont agir unilatéralement, notamment sur les entreprises numériques, parce que c'est ce qui émeut le plus les peuples aujourd'hui. Ils voient ces géants numériques qui gagnent des milliards, qui valent des centaines de milliards, et qui, en réalité, payent très peu d'impôts. Ils en payent plus aujourd'hui. Ils en payent plus du fait de BEPS, ils en payent plus du fait de la réforme fiscale américaine, mais ils n'en payent pas
à l'endroit où il y a les utilisateurs. Et ces pays sont très frustrés, donc ces pays vont prendre des mesures unilatérales, on l'a vu avec la France, les États-Unis vont prendre des mesures de rétorsion commerciale, les pays en retour vont prendre des mesures de rétorsion commerciale, et vous voyez que vous avez une sorte de guerre commerciale. Ça me fait penser à un livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Les Somnambules. Les Somnambules, ça décrit comment le monde est allé à la guerre de 1914. The Sleepwalkers. On y va et on ne sait pas comment l'éviter. Et bien c'est un peu ce qui se passe en matière fiscale. Et donc il faut qu'on se réveille, il faut qu'on ait un accord pour éviter d'arriver à une guerre. Ça ne sera pas aussi tragique que la Première Guerre mondiale, mais économiquement ça peut faire du dégât.